Dans les heures sombres et matinales du 18 janvier 1887, alors que le thermomètre dégringolait à près de 42 degrés Celsius en dessous de zéro et qu'une bise hurlait tel un esprit en peine à travers les plateaux du Haut-Doubs, trois familles avançaient péniblement en file indienne dans des congères qui leur arrivaient aux genoux. Leur bouche avait y pris une teinte bleutée et cadavérique. Sous leur couverture ne trempée, leurs phalanges étaient raides comme des morceaux de bois. Droit devant eux, brillant telle une lueur d'espoir au cœur de la tempête de neige, un fin filet de fumée s'élevait d'un étrange chalet, une bâtisse qui s'enorgueillissait de posséder un étage, là où toutes les autres habitations de la vallée n'étaient que de simples plain-pieds. Guillaume Montfort, le plus riche éleveur bovin de toute la région, portait son épouse à bout de bras, car les membres inférieurs de la malheureuse ne parvenaient plus à la soutenir. Karl Weber, le charpentier d'origine alsacienne ayant construit la moitié des fermes des environs, tirait derrière lui ses trois jeunes fils, les ayant attachés à l'aide d'une cordelette pour éviter qu'ils ne disparaissent dans ce néant d'une blancheur aveuglante. De son côté, Marthe Lefebvre, la fervente doyenne qui récitait sans cesse les Saintes Écritures lors de la messe dominicale, versait des larmes silencieuses, le fardeau de son immense orgueil, la faisant souffrir bien plus atrocement que le froid glacial qui aspirait peu à peu son énergie vitale. Tous les trois avaient jadis traité Matteo Navarro de fou allié. Ce même trio s'était moqué de lui sans la moindre pitié pendant une bonne année et demie. Pourtant, alors que leur propre demeure se transformait inexorablement en sépulture de glace, ces gens marchaient directement vers le seuil de l'individu qu'ils avaient tant méprisé. Néanmoins, pour saisir pleinement la manière dont cette situation extrême s'est produite, il nous faut remonter le fil du temps jusqu'à l'origine de cette histoire. Il est impératif de retourner au printemps de l'année 1885, époque à laquelle un veuf de 43 ans débarqua dans la cuvette avec pour seul bagage 2 maigres vaches, une carriole cabossée et un cœur littéralement en miettes. Matteo Navarro ne partageait pas les mêmes ambitions que le reste des colons qui affluaient dans l'est de la France en rêvant de filons d'or ou de terres agricoles à perte de vue. L'homme cherchait avant tout à fuir son propre deuil. Il venait d'enterrer son épouse, Rosa, des suites de complications survenues lors de l'accouchement de leur 4e enfant, tout au sud, dans la province de Huesca. Le nourrisson n'avait pas survécu non plus. En l'espace de 6 petits mois, l'Espagnol avait conduit au cimetière la compagne qu'il chérissait depuis 20 ans et ce petit garçon qu'il n'aurait jamais l'occasion de voir grandir. Ses 3 filles toujours en vie, Elena, 14 ans, Carmen, 11 ans et la petite Lucia, âgée de 7 ans. Le regardèrent souvent avec des yeux vides, attendant que leur figure paternelle décide si la famille allait de l'avant ou se laissait simplement mourir de chagrin. Le patriarche prit la décision de continuer d'avancer. Il vendit absolument tous leurs biens restés en Aragon, parvint à rassembler environ 450 francs et fit l'acquisition d'une parcelle isolée dans la vallée du Doubs. Ce lopin de terre n'avait presque rien coûté, précisément parce qu'il se trouvait à des kilomètres du bourg, à bonne distance des voies de ferré, et demeurait totalement coupé du reste du monde. Néanmoins, l'endroit bénéficiait d'un cours d'eau cristallin et de pâturage très dense. Pour un individu à qui la vie avait tout arraché en dehors de ses enfants, c'était amplement suffisant. Lorsqu'il pénétra dans la cuvette en avril 1885, les habitants de la contrée l'accueillirent avec un mélange de curiosité malsaine et de véritable compassion. Un immigré espagnol veuf trimballant 3 fillettes dans une région impitoyable où la saison froide décimait régulièrement des gaillards robustes et en pleine santé. Guillaume Montfort, le fier détenteur d'un cheptel de 200 bêtes et d'une maison à un étage dotée de véritables fenêtres vitrées, lui prodigua ses conseils d'un ton profondément condescendant. « Navarro, cette contrée n'est pas faite pour les gens de votre trempe. L'hiver, par ici, ne fait jamais de quartier. Si vous n'avez pas le pécule nécessaire pour ériger un logis digne de ce nom, vous feriez mieux de retourner vers le sud avant que les premiers flocons ne tombent. » Karl Weber, le constructeur alsacien qui exigeait 10 francs pour une seule journée de labeur, se proposa pour lui bâtir un chalet classique pour la somme forfaitaire de 300 francs. Une charpente en sapin, une toiture en planche et une robuste cheminée en pierre. C'est ce que tout le monde possède ici. Et c'est précisément ce qui résiste au climat, expliqua-t-il, affichant l'assurance inébranlable d'un maître artisan accompli. Cependant, 300 francs constituaient pratiquement la totalité des économies de Matteo. S'il dilapidait tout ce magot dans cette bâtisse, il ne lui resterait plus un centime pour semer des cultures, acheter de l'outillage ou accumuler des denrées pour affronter les mois glacés. Marthe Lefebvre, la dame qui organisait les réunions de prière du dimanche dans son salon, rendit visite à la famille avec une miche de pain cuite au four et un sourire plein de morgue. Ce malheureux, raconta-t-elle plus tard aux autres mères de famille, il a débarqué dans cette vallée sans épouse, sans le sou et sans la moindre idée de ce qu'il attend réellement.
Je lui ai confié une Bible et lui ai fortement suggéré de prier. C'est sincèrement l'unique solution qui s'offre à lui. Matteo Navarro, quant à lui, n'avait pas fait tout ce chemin jusqu'au plateau jurassien pour s'attirer la pitié des locaux. Il avait entrepris ce voyage dans l'optique de survivre. De surcroît, il gardait pour lui un secret dont absolument aucun de ses voisins n'avait connaissance. Un souvenir bien précis, transmis par son aïeul, Esteban Navarro, lequel avait grandi dans les hautes montagnes d'Aragon lors des hivers les plus impitoyables du XVIIIe siècle. Son grand-père lui racontait souvent des histoires détaillant la manière exacte dont les bergers d'altitude survivaient au gel mortel, alors même qu'ils n'avaient pratiquement pas de bois à glisser dans l'âtre. Le vieil homme lui avait inculqué un principe fondamental que la nature n'oublie jamais de respecter. La chaleur monte toujours. Un soir de mai, alors qu'il était assis autour d'un feu de camp en compagnie de ses 3 enfants, l'Espagnol esquissa ses plans sur le sol poussiéreux à l'aide d'une petite branche. « Nous allons concevoir les choses d'une manière différente », leur annonça-t-il. « Nous aménagerons notre espace de vie en bas et nous installerons les tables juste au-dessus. Le bétail logera directement au-dessus de nos têtes. La chaleur dégagée par leur corps se diffusera à travers notre plafond et nous maintiendra bien au chaud tout au long de l'hiver. » Elena, en sa qualité d'aînée, plissa le front, perplexe. « Papa, les gens du coin nous regardent déjà de travers. Si tu construis un bâtiment de la sorte, ils vont tous croire que tu as perdu la tête. » Son père lui adressa un petit sourire teinté de tristesse. « Ma chérie, le jour où ta maman nous a quittés, j'ai compris que le jugement des autres ne te sauvera jamais la mise. En revanche, le savoir, lui, y parviendra. Ton arrière-grand-père, Esteban, a survécu à 40 saisons glaciales en s'appuyant très exactement sur cette technique. Et nous allons en faire de même. » Dès le lendemain matin, l'homme se rendit à l'épicerie du hameau et acheta précisément ce dont le chantier nécessitait. Du bois pour la structure, d'épaisses planches pour le plancher de la grange, des clous, du goudron pour l'imperméabilisation, ainsi qu'un petit poêle en fonte qui ne lui coûta qu'une quinzaine de francs. Au total, il déboursa très exactement 120 francs. Karl Weber, qui se trouvait par hasard dans la boutique pour s'approvisionner en quincaillerie, observa l'immigré emporter ses modestes matériaux et secoua simplement la tête. « Cet individu ne tiendra pas un seul hiver », murmura le charpentier au commerçant. Les semaines s'écoulèrent et Matteo lança son chantier de construction. Il creusa les fondations d'une modeste cabane, mesurant approximativement 6 mètres sur 8. Il empila des murs de rondins jusqu'à atteindre une hauteur d'environ 2 mètres. Toutefois, en lieu et place de monter une toiture conventionnelle, il posa une épaisse plateforme fabriquée avec des planches de pin, l'enduisit généreusement de poids, puis la recouvrit d'une couche de paille tassée. Ce robuste plancher était conçu pour faire office à la fois de plafond pour sa maison et de sol pour l'enclos des bêtes. Ensuite, il érigea les murs de la grange directement par-dessus, en y ajoutant de minuscules ouvertures pour permettre à l'air de circuler, et fabriqua une rampe latérale afin que les animaux puissent y grimper. Guillaume Montfort passa dans les parages à dos de cheval au cours d'un après-midi de juin et immobilisa sa monture pour examiner le travail. « Navarro, que diable essayez-vous donc de fabriquer ici » brailla-t-il depuis sa selle. L'Espagnol, qui se tenait torse nu et luisant de sueur, posa son marteau et s'essuya le front. « Je suis en train de bâtir un refuge pour mes filles, monsieur Montfort. » « Ce n'est pas un refuge, mon vieux, c'est de la démence pure et simple. Vous avez l'intention d'établir du bétail juste au-dessus de l'endroit où roupillent vos gamines. Songez un instant au fumier, à l'odeur pestilentielle, au poids gigantesque de tout ce bazar. Cette installation bancale va s'effondrer à la seconde où une grosse chute de neige s'abattra. Et si elle ne vous écrabouille pas, l'air vicié finira inévitablement par vous rendre tous gravement malades. » Le charpentier improvisé soutint fermement le regard de son interlocuteur. « Monsieur Montfort, avec tout le respect que je vous dois, mon aïeul a élevé une demi-douzaine de bambins en utilisant ce système très précis. L'énergie dégagée par les animaux ne coûte pas un centime. Elle est également inépuisable. Et à condition que je construise cette structure correctement, rien ne va s'écrouler. Ma maisonnée restera bien au chaud, pendant que vos proches consommeront jusqu'à la toute dernière bûche de votre bois de chauffage. » Le riche éleveur laissa échapper un rire méprisant. « Navarro, je possède un magnifique poêle en fonte godin qui m'a délesté de 200 francs. J'ai des stères entiers de troncs d'arbres débités et méticuleusement empilés. En outre, j'ai les moyens financiers de m'en procurer davantage si nous venions à en manquer par hasard. Je n'ai absolument pas besoin d'un troupeau de bovins pour me décongeler comme une vulgaire bête sauvage. » Il donna un coup d'éperon à son destrier et s'éloigna au galop, gloussant encore dans sa barbe. Marthe Lefebvre passa également dans le coin flanqué de ses fillettes et fut profondément choquée par le spectacle. « Monsieur Navarro, c'est tout bonnement indécent. De stupides bestiaux ne sont pas censés loger au-dessus des êtres humains. Cela va totalement à l'encontre de l'ordre naturel que le Tout-Puissant a instauré. Vous êtes en train de mettre le monde à l'envers. L'homme,
qui commençait à se lasser de devoir se justifier, se contenta de rétorquer « Madame, le Seigneur a placé de la chaleur à l'intérieur de l'enveloppe charnelle de toutes ses créatures, je mets simplement ce don à profit. » La paroissienne se signa précipitamment et repartit d'un pas militaire sur le chemin, marmonnant des prières essoufflées du bout des lèvres. Karl Weber adopta l'attitude la plus expéditive de tous. « Matteo, c'est en tant qu'artisan professionnel que je te parle, cette charpente est un véritable cercueil. Le tonnage monstrueux de 6 génisses, additionné au fourrage et aux neiges hivernales, va inévitablement briser ses lattes et faire s'effondrer tout ce fatras sur le crâne de tes petites. Tu mets en péril ta propre chair et ton propre sang simplement parce que tu refuses d'investir de l'argent dans un logis décent. » Le père de famille serra fortement la mâchoire. « Karl, j'ai calculé avec précision la charge pondérale. Chacune de ces solives peut soutenir sans risque environ 120 kilos. J'ai installé 12 poutres distinctes. Je dispose d'une marge de sécurité plus que suffisante. » L'Alsacien leva les bras au ciel en signe d'abandon. « Lorsque cette machinerie s'écroulera, n'ose surtout pas prétendre que je n'ai pas tenté de t'avertir. » Néanmoins, Matteo continua de s'acharner à la tâche. Il trima depuis le lever du jour jusqu'à ce que la pénombre l'empêche de distinguer la tête de ses clous. Ses paumes se couvrirent de durillons épais et rugueux qui venaient se superposer aux anciennes callosités. Les jeunes filles donnaient un coup de main comme elles le pouvaient. L'aînée soulevait les planches de revêtement, Carmen touillait la poix mélangée à l'huile pendant que la petite Lucia ramenait de l'eau claire directement du ruisseau. À la nuit tombée, une fois qu'ils étaient totalement exténués, le chef de famille les divertissait avec des récits mettant en scène Papy Esteban, le vieux pâtre qui affrontait le froid polaire en misant sur l'intelligence pure plutôt que sur les espèces sonnantes et trébuchantes. La société pointe toujours du doigt et raille l'individu qui conçoit les choses autrement, leur répétait-il. La nature, en revanche, ne se moque jamais. Mère Nature récompense l'homme qui prend la peine d'assimiler ses lois. Vers la fin du mois d'août, la bâtisse fut entièrement terminée. Observée depuis l'extérieur, elle s'apparentait à une espèce de monstruosité architecturale, une bicoque trapue en rondin surmontée d'un étage en bois qui dépassait de manière tout à fait disgracieuse. Personne dans toute la vallée n'avait jamais posé les yeux sur une chose qui s'en rapprochait de près ou de loin. Les enfants du coin la baptisèrent « la citadelle du fou ». Les adultes la citaient comme le parfait exemple de ce qu'un colon ne devait sous aucun prétexte reproduire. À l'intérieur, cependant, l'habitation de l'immigré était remarquablement solide, parfaitement sèche et patientait sagement avant d'être mise à l'épreuve. Si vous êtes convaincu que la sagesse des anciens détient plus de valeur que la présomption de notre époque moderne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Nous sommes ici pour sauvegarder les mythes oubliés que l'usure du temps a sournoisement tenté d'effacer. La maison que Matteo Navarro avait bricolée ne découlait pas de la folie, mais découlait plutôt d'une compréhension aiguë des réalités élémentaires que l'humanité avait depuis longtemps délaissées dans sa précipitation à construire à l'identique de ses voisins. Pour comprendre les raisons pour lesquelles ces plans étaient destinés à résister au moment même où les logis habituels allaient inévitablement flancher, il nous faut examiner les détails de son ingénierie à la fois modeste et absolument brillante. La plateforme isolant l'étable supérieure des pièces à vivre située en contrebas se composait de 5 strates bien distinctes. Le premier niveau, celui qui donnait directement sur le sol du fenil, était constitué de madriers, de sapins mesurant 5 cm d'épaisseur, posés de manière parfaitement jointive sans le moindre interstice. Matteo avait sciemment acheté du bois vert et non séché à moitié prix parce que les artisans chevronnés refusèrent de travailler avec, sachant pertinemment qu'en vieillissant et en se rétractant, ces pièces de charpente s'emboîteraient à la perfection. La deuxième épaisseur consistait en un mélange poisseux de goudron noir et d'huile de lin, généreusement étalé en 2 couches épaisses. Ce rempart garantissait une imperméabilité totale et colmatait efficacement la moindre fissure persistante. La troisième strate était de la paille fortement tassée, atteignant une bonne trentaine de centimètres de profondeur, laquelle agissait comme un puissant isolant thermique. La quatrième enveloppe se résumait à un amalgame d'argile humide, de bouse séchée et de crin de cheval, une méthode ancestrale employée par les bergers nomades depuis des lustres, qui finissait par durcir pour former une muraille aussi impénétrable que la roche. La cinquième et ultime finition, orientée vers l'intérieur du chalet, mettait en valeur de fines lattes de peuplier offrant un aspect propre et soigné au plafond du logis. Cet assemblage, faisant simultanément office de plancher et de plafond, remplissait 2 fonctions d'une importance capitale. Avant toute chose, il devait supporter le poids colossal des bovins, de leur fourrage hivernal, ainsi que l'inévitable accumulation de neige sans fléchir d'1 millimètre.
L'Espagnol avait fait ses calculs avec soin, déduisant que chaque solive en sapin pouvait soutenir un peu plus de 130 kilos avant de manifester le moindre signe de faiblesse. Il avait installé 14 poutres au total, en les espaçant d'une quarantaine de centimètres environ. Cette arithmétique lui octroyait une marge de sécurité dépassant allègrement la tonne et demie, un seuil plus que suffisant pour accueillir 8 vaches adultes, 500 kilos de foin sec et les blizzards les plus violents que le ciel du Haut-Doubs puisse lui envoyer. Ensuite, et de manière bien plus cruciale, ce pontage devait autoriser la chaleur à descendre tout en bloquant catégoriquement le passage des effluves nauséabonds et des déjections liquides. La barrière d'argile couplée à l'épais goudron accomplissait précisément cette mission. Le rayonnement thermique filtrait lentement à travers cette masse compacte, mais les liquides et les vapeurs toxiques demeuraient définitivement séquestrés à l'étage supérieur. Tout là-haut, l'espace réservé aux bêtes s'élevait à environ 3 mètres de haut en son centre, laissant juste assez de dégagement à Matteo pour se tenir parfaitement droit lorsqu'il s'occupait de son cheptel. Les façades extérieures étaient constituées d'un bardage vertical présentant des interstices d'environ 2 cm entre chaque lame afin d'assurer une ventilation transversale optimale. Ce courant d'air s'avérait d'une importance vitale. Si l'enclos avait été hermétiquement clos, l'humidité générée par la respiration du bétail et leur mixion aurait engendré une forte condensation qui aurait fatalement ruisselé vers le bas. Néanmoins, grâce à ce tirage constant, les vents frais balayant l'intérieur absorbaient l'humidité et s'échappaient directement par les bouches d'aération supérieures. Par conséquent, la grange demeurait entièrement sèche, les animaux évoluaient dans un confort absolu, et l'énergie thermique plongeait directement vers le rez-de-chaussée où la famille en avait cruellement besoin. En contrebas, les véritables espaces de vie étaient exigus, mais d'une efficacité redoutable. Il s'agissait d'une unique pièce ouverte mesurant approximativement 6 mètres sur 8, protégée par une solide armature de rondins avoisinant les 20 cm d'épaisseur. Niché dans un coin, le veuf avait assemblé 3 couchettes superposées pour ses filles, disposées les unes au-dessus des autres, à la manière des lits de marins. Dans le recoin opposé, trônait son propre lit de camp. Placé en plein centre de la maisonnée se trouvait une petite table à manger en pain, accompagnée de 4 chaises en bois qu'il avait sculptées de ses propres mains. Et repoussé contre la paroi nord, on trouvait ce minuscule poêle en fonte Godin, un équipement qu'il n'aurait que très rarement besoin de pousser à sa capacité maximale. La physique fondamentale régissant l'installation de Matteo était d'une simplicité enfantine, et pourtant d'une puissance stupéfiante. Une vache adulte au repos dégage environ 400 watts d'énergie thermique à chaque heure qui passe. Pour le formuler plus simplement, cela équivaut pratiquement à maintenir un radiateur de taille moyenne allumé nuit et jour. Une demi-douzaine de bovins produisait la puissance de frappe thermique de 6 fourneaux tournant à plein régime. Cette chaleur radiante s'élevait d'abord, réchauffant la grange à une température oscillant entre 4 et 10 degrés Celsius, et ce même durant les pires vagues de froid. Mais l'expérience scientifique ne s'arrêtait pas là. Ce lourd plancher positionné entre les tables et le rez-de-chaussée fonctionnait exactement comme un puits thermique. Il absorbait toute cette douceur pendant de longues heures, puis la rediffusait paresseusement vers le bas, directement dans la pièce à vivre. C'était ni plus ni moins comme l'installation d'un radiateur de plafond géant qui ne s'éteignait absolument jamais et n'exigeait aucune bûche pour fonctionner. L'immigré avait naturellement hérité de cette formidable astuce par Papy Esteban, mais il avait passé énormément de temps à peaufiner le concept grâce à son sens aigu de l'observation. Au cours des premières semaines de septembre, bien avant que les véritables gels ne frappent en la région, il grimpait dans le fenil tous les soirs, muni d'un thermomètre bon marché qu'il s'était procuré pour une poignée de centimes. Il relevait le mercure à l'étage, puis redescendait l'échelle pour vérifier la température exacte au sein du chalet. Par une nuit d'automne ordinaire, lorsque l'air extérieur avoisinait les 10 degrés Celsius, l'enclos abritant ces 6 bêtes affichait approximativement 16 degrés. Et en bas, dans le logis, sans la moindre braise rougeoyante dans le poêle, le mercure atteignait presque les 18 degrés. La chaleur descendait incontestablement. Son invraisemblable machinerie portait ses fruits. Cependant, le labeur ne s'était pas simplement évaporé une fois la bâtisse achevée. Matteo avait parfaitement conscience que pour que son système opère sans danger durant la saison rude, il lui fallait 3 éléments cruciaux, un bétail robuste, du fourrage en abondance et une discipline de fer. Tout au long des mois estivaux et jusqu'au cœur de l'automne, il s'échina sans s'accorder la moindre pause. Il faucha les hautes herbes des pâturages de la vallée et les hissa à l'intérieur du fenil. Chaque génisse exigeait quotidiennement près de 6 kilos de foin sec, rien que pour rester vigoureuse et maintenir une température corporelle stable. 6 bovins multipliés par les 180 jours que dure l'hiver jurassien. Le calcul grimpait à environ 6 tonnes et demie de nourriture. L'homme coupa, fit sécher et emmagasina plus de 7 tonnes.
un excédent d'au moins 25%, sachant pertinemment qu'il n'avait pas le luxe de se retrouver à court de réserve. Il mit également au point une méthode rigoureuse pour gérer le fumier. Un matin sur 3, il montait dans l'enclos armé d'une pelle et d'un seau pour évacuer les déjections accumulées qu'il balançait ensuite dans une fosse creusée à une cinquantaine de mètres de la propriété. Cette corvée gardait la grange impeccable, réduisait considérablement les effluves et empêchait l'accumulation de générer des problèmes d'humidité. C'était un travail éreintant et crasseux, pourtant le père de famille s'y attelait sans jamais prononcer la moindre plainte. Ses fillettes mettaient là parfois la main à la pâte pour l'assister, bien qu'il s'efforçât constamment de les épargner des besognes les plus ingrates. « Vous, les filles, concentrez-vous sur vos études », leur ordonnait-il. « Entraînez-vous à lire, je me charge de l'étable. » Tandis que Matteo s'épuisait dans son cycle infernal consistant à scier du foin, nourrir les vaches et entretenir son excentrique bâtisse, ses voisins organisaient leurs propres préparatifs saisonniers. Guillaume Montfort embaucha une équipe de 6 ouvriers agricoles pour abattre et stocker son bois. Il déboursa 250 francs pour une véritable montagne de troncs de sapin et d'épicéas qui s'élevait comme une muraille fortifiée à côté de sa demeure. C'est exactement ainsi que les hommes prévoyants gèrent leurs affaires, se vanta-t-il auprès de son épouse gonflée d'orgueil. Peu importe la rudesse du gel, nous resterons parfaitement au chaud. Sa résidence abritait 2 poêles en fond de godin, chacun étant suffisamment puissant pour chauffer à blanc un vaste salon. C'étaient des appareils somptueux d'une efficacité redoutable et incroyablement onéreux. Ils incarnèrent le summum du confort de la bourgeoise provinciale. Karl Weber, le maître charpentier alsacien, plaçait toute sa confiance en son propre savoir-faire exceptionnel. Sa maison possédait des cloisons doublées et bourrées de sciure de bois pour faire office d'isolant. Elle était dotée de petites fenêtres protégées par de lourds volets pleins. Elle abritait un immense foyer en pierre édifié en plein milieu de l'habitation, capable de projeter une chaleur rayonnante dans toutes les directions possibles. L'ingénierie allemande ne fait jamais défaut, se gargarisait-il auprès de quiconque daignait l'écouter. Ma ferme pourrait survivre aux hivers les plus mordants de forêt noire. Le climat du Doubs n'est rien en comparaison. Marthe Lefebvre, pour sa part, s'accrochait à sa foi inébranlable. « Le bon Dieu pourvoira », prêchait-elle. « Nous avons surmonté 4 hivers polaires dans cette vallée. Nous survivrons à un autre. » Sa modeste maison était tout à fait classique, équipée d'une seule cheminée et d'une cuisinière en fonte traditionnelle. Elle possédait beaucoup moins de bois de chauffage que la famille Le Montfort, mais elle était persuadée que son mari et ses fils aînés pourraient simplement en débiter davantage si la nécessité se présentait. De plus, les pionniers de la communauté veillaient toujours les uns sur les autres. Personne ne laissait jamais ses voisins mourir de froid. C'était la loi tacite de ces régions frontalières. Courant octobre, lorsque les premières gelées sévères teintèrent l'herbe des prairies d'un blanc éclatant, les 3 voisins passèrent à cheval devant les terres de Matteo et assistèrent à une scène qui sembla conforter toutes leurs pires craintes. L'Espagnol était juché sur le toit de sa grange, martelant des planches supplémentaires pour consolider les angles. Ses filles se trouvaient en contrebas, frottant le linge dans le ruisseau, leurs jointures à vif et rougies par les eaux glaciales. L'installation tout entière paraissait terriblement fragile, rafistolée à la va-vite et reflétait un désespoir total. « Pauvre diable !» murmura Montfort à sa compagne alors qu'ils défilaient dans leur calèche rutilante. « Il va perdre ses fillettes 7 hivers et ce sera entièrement la faute de son entêtement. » Son épouse, Sarah, ressentit un vif pincement de chagrin. « Nous devrions lui offrir asile lorsque le froid polaire s'abattra, » suggéra-t-elle. Guillaume secoua lentement la tête. « Je lui ai déjà prodigué mes conseils. Je lui ai même offert un salaire. Il a tout rejeté en bloc. Un type qui refuse une main tendue ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. » Karl Weber adopta une position bien plus pragmatique. « Si sa toiture s'effondre en décembre, nous pourrons recueillir les petites chez nous, » affirma-t-il à sa femme. « Mais lui, il devra aller dormir dans la grange du père Durand. Je n'ai pas la surface nécessaire pour loger 4 bouches supplémentaires. » C'était là une forme de charité hautement calculée, cette catégorie bien spécifique de bonté qui s'accompagne de lourdes conditions. Marthe Lefebvre priait pour eux chaque soir. Seigneur, protège cet homme insensé et ses enfants innocents. Ouvre son cœur afin qu'il puisse reconnaître son erreur avant qu'il ne soit trop tard. Elle croyait sincèrement accomplir une œuvre pieuse. Elle présumait que Matteo commettait le péché mortel de l'orgueil absolu en balayant d'un revers de main toutes les méthodes traditionnelles qui avaient fait leur preuve. Pourtant, le père de famille ne commettait aucun péché dicté par la vanité. Il posait un acte de foi envers un savoir bien plus ancien que n'importe quel poêle moderne, bien plus éprouvé que ces massives cheminées en pierre et infiniment plus fiable que la charité conditionnelle de son voisinage. Toutes les nuits, une fois que ses filles avaient sombré dans le sommeil, l'homme gravissait l'échelle menant à l'étage et posait sa paume à plat contre le flanc de ses vaches. Il sentait cette chaleur incessante, le pouls régulier et rythmé de la vie elle-même.
Et il savait au plus profond de ses os qu'il avait pris la bonne décision. Le tout premier signal d'alarme survint le 18 novembre 1886. Matteo se réveilla avant l'aube, comme à son habitude, et perçut immédiatement que quelque chose clochait terriblement dans l'atmosphère. Un silence de mort, suffocant, pas le moindre souffle de vent, aucun gazouillis d'oiseaux, pas même le clapotis lointain du ruisseau. Il s'extirpa de son lit de camp et poussa la porte de la cabane. Le ciel pesait comme une chape de plomb massif, une étendue grise ininterrompue s'étirant d'un horizon à l'autre, dépourvu de la moindre fissure d'azur. L'air stagnait parfaitement, mais paraissait tranchant comme une lame, comme si des épées invisibles lévitèrent dans l'obscurité, n'attendant que le signal pour frapper. Matteo referma l'huise à la hâte et réveilla sa progéniture. « Personne ne met le nez dehors aujourd'hui », ordonna-t-il avec fermeté. « Quelque chose d'une violence inouïe est en approche. » Helena, qui à 15 ans maîtrisait déjà l'art de déchiffrer les expressions de son père, ne prit même pas la peine de contester. Elle aida ses petites sœurs à enfiler leurs vêtements de laine les plus épais et prépara une marmite de bouillie chaude sur le petit réchaud. Dehors, la lumière du jour s'infiltrait, totalement vidée de ses couleurs, presque comme si le soleil lui-même ne daignait pas faire une véritable apparition. Sur le coup de 10 heures du matin, les précipitations neigeuses commencèrent. Ce n'étaient pas de délicats flocons virevoltant paresseusement au gré du vent. Il s'agissait de cristaux de glace acérés, voyageant presque à l'horizontale, propulsés par une bourrasque surgie de nulle part, hurlant avec la fureur refoulée d'une bête fauve que l'on aurait gardée enchaînée toute l'année. En moins de 2 heures, le paysage tout entier fut purement et simplement englouti. L'homme ne parvenait plus à distinguer le cours d'eau situé à une 50aine de mètres de là. Il ne pouvait même plus repérer la clôture qu'il avait dressée à peine 20 mètres devant sa porte. Il était même incapable de discerner ses propres mains nues lorsqu'il les tendait devant son visage. Confinés, en toute sécurité à l'intérieur du chalet, les gamines se blottirent près de l'appareil en fonte. Matteo s'avança au beau milieu de la pièce et fixa droit vers les lattes du plafond en peuplier. Il plaqua sa main contre le bois. C'était chaud. Pas brûlant au point de se roussir, mais indubitablement plus chaud que les épaisses parois de rondins qui les entouraient. Droit au-dessus de leur tête, installés confortablement sur leur litière de foin, ces 6 génisses ruminaient en paix, crachant leurs 400 watts d'énergie thermique chacune, divinement inconscientes qu'elles étaient activement en train de sauver la vie des personnes mêmes qui les nourrissaient. La tempête fit rage pendant 36 heures d'affilée. Lorsque les hurlements se turent enfin, la vallée était ensevelie sous près d'1 mètre de poudreuse compacte. Le mercure avait plongé à moins 28 degrés Celsius. L'Espagnol força l'ouverture de sa porte d'entrée, obligé de jeter tout le poids de son corps contre la neige amoncelée pour la dégager, et le spectacle qui s'offrit à lui coupa littéralement le souffle. Ses piquets de clôture dépassaient à peine d'une 30aine de centimètres des congères. Le ruisseau avait gelé pour se transformer en un miroir de verre massif. Et très loin à l'horizon, il pouvait apercevoir des panaches de fumée noire, épais et graisseux, s'échappant des cheminées de ses voisins, des nuages tourbillonnants et désespérés prouvant qu'ils brûlaient leur bois de corde à une vitesse vertigineuse pour éviter de périr de froid. Matteo retourna à l'intérieur de sa bicoque, verrouilla la lourde porte et consulta le thermomètre accroché au mur. 17 degrés Celsius. Dans son humble demeure, sans avoir alimenté le petit fourneau en fer depuis plus de 2 heures, et ce uniquement pour cuisiner les repas, la température se maintenait à de très confortables 17 degrés. À l'extérieur, elle stagnait à moins 28, une différence faramineuse de 45 degrés Celsius. Et ce gouffre thermique colossal était entièrement comblé par une demi-douzaine de bêtes à cornes mastiquant de l'herbe sèche à l'étage du dessus. Du côté de la propriété de Guillaume Montfort, la situation devenait incroyablement dramatique. Son luxueux poil godin rugissait tel un dragon en cage, dévorant le bois à une cadence si folle que ses 2 fils aînés devaient ramener des bûches fraîches à l'intérieur toutes les heures. Pourtant, à chaque fois qu'ils entr'ouvrirent la porte pour faire un pas dehors, une rafale arctique s'engouffrait et volait immédiatement le peu de chaleur que le monstre d'acier avait réussi à accumuler. Ces superbes fenêtres vitrées, si magnifiques durant la période estivale, s'étaient changées en plaques de glace massives, irradiant un froid glacial directement dans le salon. Sarah Montfort avait drapé de lourds édredons sur chaque encadrement, mais cela ne faisait pratiquement aucune différence. Les enfants dormaient emmitouflés sous 3 couches de vêtements. Guillaume sommeillait en serrant farouchement sa femme contre lui sous 4 épaisses couvertures en laine. Malgré tout, au lever du jour, ils découvrirent qu'un épais givre blanc recouvrait leurs cloisons intérieures. « Ceci n'a rien de naturel », murmura Guillaume à son épouse lors de la 3e nuit. « En 4 années passées ici, je n'ai jamais ressenti un tel frima. » Sarah, affichant des lèvres cruellement gercées et des jointures couvertes d'engelures douloureuses, se contenta d'opiner du chef. Elle n'avait même plus l'énergie vitale pour parler.
Il consumait 20 rondins massifs par jour. Cette gigantesque réserve de bois que le propriétaire avait fièrement amassée pour 250 francs fondait comme du sable sec glissant entre les doigts d'un homme. Si ce froid mordant persistait, il ne survivrait tout bonnement pas jusqu'en février. Plus bas, chez Karl Weber, le célèbre savoir-faire alsacien faisait face à son épreuve ultime et il échouait lamentablement. Les murs doublés et remplis de sciure fonctionnaient assez bien lorsque la météo flirtait avec la barre du zéro. Mais à moins 28 degrés, cette sciure, gelée intégralement, devenait dure comme la pierre et perdait toute sa capacité à emprisonner l'air inerte. Les parois se transformaient essentiellement en de gigantesques blocs de bois massifs et de glace. L'imposante cheminée maçonnée trônant au centre de la pièce à vivre, l'élément dont il s'était vanté sans relâche, recelait un défaut de conception fatal. La lourde maçonnerie absorbait la chaleur des flammes, mais elle provoquait également un appel d'air vers le haut, l'aspirant directement par le conduit. Karl fit rapidement le calcul macabre. Pour 3 bûches, qu'il balançait dans l'âtre, une seule réchauffait effectivement sa famille. Les 2 autres servaient uniquement à chauffer le ciel du haut doux. Sa femme, Greta, tenta de faire lever une pâte à pain sur la cuisinière, mais le mélange refusait obstinément de gonfler, car l'air ambiant de la pièce était purement et simplement trop glacial. Leurs 3 jeunes garçons avaient développé une toux caverneuse et persistante qui ne voulait pas céder. L'artisan savait au fond de lui qu'il s'agissait des premiers stades de la pneumonie. Il avait conscience que si le mercure ne remontait pas très vite, il finirait par creuser une tombe pour l'un de ses fils. Durant les heures sombres, alors que le reste de la maison dormait, Karl fixait les solives de son propre plafond et songeait à la bâtisse idiote et inversée de l'Espagnol. « Des vaches sur le toit ?» bredouillait-il. « C'est impossible que ça marche réellement. » Pourtant, une infime parcelle de son esprit, une parcelle qu'il refusait catégoriquement d'admettre à haute voix, ne pouvait s'empêcher de s'interroger. Marthe Lefèvre combattait l'hiver féroce par un déni absolu et des prières incessantes. Chaque matin, elle rassemblait sa nichée autour de la table et récitait des psaumes, implorant la protection divine du Tout-Puissant. « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien », psalmodiait-il en chœur tandis que leurs dents claquaient violemment dans leurs mâchoires. Mais le Seigneur n'empilait pas miraculeusement de bûches fraîches sur son tas de bois et il ne colmatait pas non plus les fissures pleines de courants d'air de ses murs. Son mari, Thomas, souffrait d'une douleur sourde et écrasante au creux de la poitrine qui s'aggravait de jour en jour. Marthe comprenait que c'était son cœur. Le froid brutal obligeait l'organe d'un homme à fournir un effort double rien que pour maintenir le sang à bonne température. Thomas approchait la 60aine et avait trimé dur toute son existence. Son muscle cardiaque était tout bonnement en train de lâcher. Par une après-midi glaciale du début du mois de décembre, la croyante finit par prendre sa décision. Elle s'enveloppa étroitement dans sa cape de laine la plus lourde, emmitoufla son visage derrière un épais foulard et marcha péniblement à travers les congères en direction de la parcelle de l'immigré. Elle ne confia à personne l'endroit où elle se rendait. Elle ne pouvait supporter que sa famille la voie ravaler son immense fierté. Elle marcha péniblement pendant 20 longues minutes, luttant contre un vent de face qui tentait sans cesse de la repousser en arrière, jusqu'à ce qu'elle finisse par apercevoir la construction saugrenue du montagnard. Un très fin ruban de fumée s'échappait du tuyau du poêle. Rien de comparable aux épais nuages désespérés crachés par toutes les autres maisonnées. Une douce lumière jaune filtrait de la minuscule lucarne. Il y avait réellement de la vie à l'intérieur. Marthe tambourina du poing contre la porte. Matteo lui ouvrit, le visage marquant une stupéfaction totale et authentique. « Madame Lefèvre, allez-vous bien? Avez-vous besoin d'assistance ?» La femme s'engouffra à l'intérieur sans attendre la moindre invitation, totalement désespérée d'échapper à la bise cinglante. Et à l'instant même où elle franchit ce seuil, son corps ressentit une chose que son cerveau engourdi ne parvenait pas tout à fait à assimiler. De la chaleur. Une véritable chaleur, constante et profondément enveloppante. Pas la morsure sauvage et cuisante d'un poil en fonte gavé à ras-bord, mais une douceur rayonnante et délicate qui pressait de toutes parts. Ses joues brûlées par le gel commencèrent à picoter atrocement au fur et à mesure que la température évoluait. « Comment » croassa-t-elle faiblement. Matteo lui adressa un sourire navré. « Le troupeau, Madame Lefèvre. Je vous l'avais déjà dit, la chaleur dégagée par les bêtes ne tarit jamais. » La paroissienne leva les yeux, scrutant les lattes polies du plafond. Elle percevait distinctement les doux mouvements du bétail juste au-dessus de sa tête, le bruit sourd des sabots contre l'épais plancher, le meuglement grave et caverneux d'une génisse s'exprimant dans la pénombre. Et elle pouvait physiquement sentir l'énergie thermique redescendre, réelle et infaillible, presque comme si le plafond en lui-même s'était mué en une lourde couverture de laine. « Je suis venu jusqu'ici pour mendier », déglutit difficilement Marthe, les mots même lui causant une douleur physique.
Je suis venu vous demander si vous accepteriez de me vendre ou peut-être de me prêter un peu de votre technique. Mon époux tombe gravement malade, mes enfants sont frigorifiés. Sa voix se brisa net. Je me suis lourdement trompé à votre sujet. Le père de famille posa délicatement une main sur son épaule. Madame, je ne vous réclamerai pas le moindre centime. Mais je ne peux pas exactement transplanter mon cheptel dans votre salon. Cette installation fonctionne précisément parce qu'elle a été bâtie de toutes pièces dans ce but bien précis. Ce que je peux vous proposer, c'est un peu de fourrage supplémentaire, juste au cas où vous auriez besoin de nourrir vos propres bêtes plus abondamment pour qu'elles dégagent davantage de chaleur corporelle. Et je serais ravi de venir inspecter le conduit de votre cheminée pour voir si vous perdez de l'air chaud par des fissures. La mère de famille leva les yeux vers lui, les larmes gelant instantanément sur ses cils. Nous nous sommes tous moqués de vous. Nous vous avons tous qualifiés d'aliénés. Matteo hocha lentement et gravement la tête. Je le sais bien, mais cela ne signifie pas pour autant que je vais rester les bras croisés et vous laisser tous trépasser. Marthe rentra chez elle cet après-midi-là, entraînant un lourd sac d'aliments sur son épaule, portant un éclat massif d'humilité planté au plus profond de sa poitrine. Elle n'avoua jamais à quiconque qu'elle avait rendu visite au colon espagnol marginal. Cependant, son chalet parut un tout petit peu moins glacial ce soir-là, parce que ses 3 vaches avalèrent un copieux souper et dégagèrent davantage d'énergie vitale qu'elles ne l'avaient fait depuis des semaines. Le mois de décembre s'étira et le froid perçant refusa de céder. En réalité, il s'accentua considérablement. Les températures nocturnes chutèrent brutalement à moins 35 degrés Celsius. Le bétail laissé en liberté dans les pâturages ouverts tombait simplement raide mort. Les bêtes les plus chétives se couchaient dans les congères pour ne plus jamais se relever. Les chevaux de selle développèrent des plaies sanglantes et crevassées autour de leurs sabots à cause du verglas implacable. Les chiens de chasse hurlaient à la mort tout au long de la nuit, hurlant face à la douleur pure et insoutenable causée par les engelures. Mère Nature venait agressivement réclamer son dû. Pourtant, à l'intérieur de la cabane de Matteo Navarro, le quotidien suivait son cours avec un niveau de normalité presque insultant. Ses filles révisaient leurs mathématiques et déchiffraient leurs manuels scolaires assises autour de la table en sapin. Leur père leur enseignait l'histoire de la région, leur racontant les légendes de leurs ancêtres qui avaient survécu avec succès à de terribles sécheresses, des crues soudaines et des hivers exactement similaires à celui-ci. Elles laissaient mijoter d'épaisses potées de haricots et cuisant du pain de maïs sucré. Elles chantèrent les vieilles mélopées que Rosa, leur défunte mère, avait coutume de fredonner dans la maison. Et chaque soir, juste avant de se coucher, Matteo grimpait dans le fenil en hissant un seau d'eau fraîche pour abreuver les 6 génisses qui maintenaient activement sa maisonnée en vie sans même en avoir la moindre idée. Le thermomètre cloué sur le mur de la cabane ne descendit jamais, pas une seule fois, en dessous des 16 degrés Celsius. Pas une seule fois. Et l'homme en comprenait parfaitement la raison. Il avait fait ses calculs. 6 bêtes dégageant environ 400 watts d'énergie par heure chacune. Cela cumulait une puissance brute frôlant les 2400 watts toutes les 60 minutes. Sa surface habitable mesurait approximativement 48 mètres carrés. Pour conserver une température intérieure de 17 degrés alors que l'air du dehors avoisinait les moins 30, il ne nécessitait qu'environ 2000 watts en tenant compte des pertes thermiques habituelles s'échappant par l'encadrement de la porte, l'unique fenêtre et les cloisons en bois. Il possédait une marge excédentaire de 400 watts, il s'était bâti un solide filet de sécurité. Il détenait entre ses mains une ingénierie qui fonctionnait indéniablement. Le 9 janvier 1887, le baromètre en laiton accroché dans le salon de Guillaume Montfort chuta avec une telle violence que son fils aîné crut que l'instrument s'était définitivement brisé. Il n'était absolument pas cassé. Il indiquait tout bonnement qu'une chose véritablement monstrueuse dévalait depuis les territoires du Nord. Ce soir-là, le ciel prit une teinte verdâtre, maladive et contusionnée, une couleur que les vieux chasseurs de la région reconnurent immédiatement comme étant l'incarnation même de la mort. La bise tomba complètement. La faune devint absolument silencieuse. On eut l'impression que la contrée tout entière retenait son souffle pétrifié par une terreur absolue. À 3 heures du matin, le 10 janvier, l'enfer blanc se déchaîna. Ce n'était pas un simple blizzard. Il s'agissait d'un cataclysme apocalyptique que les manuels d'histoire baptiseraient plus tard le grand blizzard de janvier 87. Une tempête dévastatrice qui allait faucher plus de 200 âmes à travers le Haut-Doubs, le Jura et les massifs voisins. Les rafales frappèrent en premier, hurlant à plus de 100 km à l'heure, arrachant les tuiles des toitures, retournant de lourdes charrettes et asphyxiant le bétail là où il se trouvait. Ensuite vint le grand blanc, qui ne tombait pas doucement des nuages, mais volait à l'horizontale comme une salve de balles glacées, tranchant directement à travers les épais manteaux pour mordre profondément la chair humaine.
Et pour finir, le gel meurtrier s'installa, un froid abyssal qui atteignit les 42 degrés en dessous de zéro et continua de dégringoler. Du côté de la propriété de Guillaume Montfort, la catastrophe frappa de plein fouet. Une bourrasque exceptionnelle arracha littéralement les gonds de l'appentis où était stocké le bois de corde. La neige poussée par le vent s'y engouffra tel un raz-de-marée et ensevelit la moitié de ses réserves hivernales en une poignée de secondes. Les rondins restés à l'air libre gelèrent si dur qu'il devint pratiquement impossible de les fendre à la hache. Guillaume tenta désespérément d'alimenter son poêle Godin, mais le bois congelé refusait obstinément de s'enflammer. Les bûches fumaient abondamment mais n'offraient pas la moindre flamme. La température à l'intérieur de sa maison chuta bien en dessous de zéro, atteignant les -5 degrés Celsius. Ses enfants se mirent à pleurer, non pas de tristesse, mais sous l'effet d'une douleur physique pure et atroce. L'air glacial leur brûlait littéralement les poumons à chaque inspiration. Sarah Montfort comprit qu'ils étaient condamnés. Elle pouvait le lire clairement dans le regard de son époux. Elle le sentait dans ses propres doigts, qui refusèrent de se plier lorsqu'elle essayait de les articuler. « Il faut que nous allions quelque part », murmura-t-elle à Guillaume. « Nous allons finir congelés sur place. » L'éleveur scruta l'extérieur à travers l'épaisse couche de glace qui recouvrait le carreau. Il ne distinguait aucun point de repère, seulement un mur d'une blancheur aveuglante, seulement le hurlement du vent, seulement une mort imminente. Cependant, sa femme avait raison. Rester cloîtré signifiait périr à petit feu dans d'atroces souffrances. S'aventurer dehors signifiait une fin rapide, mais c'était au moins tenter quelque chose. Plus bas, chez Karl Weber, l'imposante cheminée en pierre qui lui avait coûté une petite fortune finit par céder. Le choc thermique d'une violence inouïe, la chaleur ardente faisant rage à l'intérieur, luttant contre le gel apocalyptique de l'extérieur, força la lourde maçonnerie à se dilater et se contracter bien plus vite que le mortier ne pouvait le supporter. Une énorme lézarde se forma tout le long de la face nord de l'édifice et une fumée noire et suffocante commença à se déverser directement dans le salon. Karl fut contraint de faire un choix cornélien entre laisser sa famille mourir de froid ou les regarder s'étouffer à cause de la suie. Il opta pour le froid. Il étouffa entièrement le foyer. Il emmitoufla ses 3 jeunes garçons dans chaque édredon par-dessus et bout de laine sur lesquels il put mettre la main. Lui et Greta s'allongèrent de part et d'autre des enfants, utilisant leur propre corps comme boucliers humains contre le frima mortel qui avait désormais totalement envahi leur demeure. « Nous partons chez l'Espagnol », annonça soudainement Karl. Greta le dévisagea comme si son esprit avait fini par sombrer dans la folie. L'aliéné qui a perché des vaches sur son toit, cette cahute doit être ensevelie sous les décombres à l'heure qu'il est. L'artisan secoua la tête avec obstination. Si elle s'était écroulée, nous aurions entendu le fracas par-dessus le vent. Et si elle n'est pas tombée, cela veut dire qu'elle tient toujours debout. Et si elle résiste encore dans ce paysage infernal, c'est qu'il avait raison depuis le début et que nous avions tous tort sur toute la ligne. Dans la maison de Marthe Lefebvre, Thomas avait totalement cessé de bouger. Il reposait à plat sur le matelas, les lèvres entièrement bleues, la respiration dangereusement faible, les yeux fixant aveuglément les poutres du plafond. Sa femme sut que la fin était proche. Elle avait prié sans relâche tout au long de la nuit, elle avait supplié, elle avait tenté de marchander avec le Tout-Puissant. Mais le Seigneur demeurait silencieux. Ou peut-être lui répondait-il, mais elle refusait tout simplement d'écouter sa réponse. Sa fille aînée, Rebecca, l'agrippa fermement par le bras. « Maman, il faut chercher du secours. Papa a besoin de chaleur. Nous devons aller là où il y en a vraiment. » Marthe comprenait parfaitement ce que sa fille voulait dire. Il ne restait plus qu'un seul endroit dans toute la cuvette où la tiédeur était garantie. La demeure de l'homme qu'elle avait elle-même qualifiée d'hérétique. Sur les coups de 5 heures du matin, ce 18 janvier, 3 foyers désespérés abandonnèrent leur sépulture glacée et entamèrent la marche épuisante en direction de l'absurde bâtisse de Matteo Navarro. Guillaume Montfort portait Sarah dans ses bras car ses jambes avaient complètement flanché. Ses 4 enfants suivèrent de près en file indienne, attachés les uns aux autres par une corde solide pour ne pas s'égarer dans la tempête aveuglante. Karl Weber avait harnaché son plus jeune garçon sur son dos. Greta tenait fermement les 2 autres par la main, les traînant littéralement à travers les congères chaque fois qu'ils trébuchaient. Marthe Lefebvre et ses 2 filles tiraient Thomas sur un épais édredon transformé en civière de fortune, glissant, s'étalant, se relevant péniblement, refusant catégoriquement de s'avouer vaincu. Aucun des 3 groupes ne se doutait que les autres affrontaient également les éléments. Ils ne voyaient pas à plus de 2 mètres devant eux. Ils avançaient simplement vers la direction approximative où se situait la parcelle de l'immigré. Guillaume trébucha et tomba à genoux à 3 reprises. À chaque fois qu'il heurtait la neige, son esprit le suppliait de rester à terre. À chaque chute, il se disait qu'il serait tellement plus doux de simplement fermer les paupières et de se laisser partir. Mais Sarah gémissait doucement contre sa poitrine, et il se forçait à se remettre debout.
Karl perdit toute sensation dans ses orteils après à peine 10 minutes de marche. Il savait que les gelures s'étaient installées. Il avait conscience qu'il perdrait probablement quelques phalanges sous la scie du médecin. Il s'en moquait éperdument. Ces garçons respiraient encore. C'était l'unique chose qui avait de l'importance. Marthe priait à voix haute tout en tirant le brancard, mais elle ne récitait plus de psaume de protection. Elle hurlait la confession de ses propres péchés. « Pardonnez-moi, Seigneur, pour mon orgueil maléfique. Pardonnez-moi d'avoir jugé. Pardonnez-moi d'avoir traité de fou un homme bien plus sage que moi. » Ses filles sanglotaient sans discontinuer, mais les larmes gelaient net sur leurs joues avant même de pouvoir couler. Thomas n'avait pas tressailli sur la civière improvisée depuis un bon moment déjà. Son épouse ignorait totalement s'il était encore de ce monde. Elle n'osait tout simplement pas s'arrêter de marcher pour prendre son pouls. Et puis, semblable à un miracle se matérialisant au beau milieu de cet enfer blanc, ils aperçurent une lueur. Un doux rayonnement jaune brillant de façon constante à travers un tout petit carreau. La curieuse structure de Matteo Navarro tenait toujours debout. Elle ne s'était pas effondrée et n'avait pas non plus été emportée par la tempête. Elle trônait là, robuste, totalement invraisemblable, offrant un salut inespéré. Guillaume atteignit le palier le premier, martelant le bois massif avec son poing gelé. Karl apparut quelques secondes plus tard, s'effondrant directement à genoux sur le perron. Marthe fermait la marche, traînant son mari en puisant dans les toutes dernières réserves de son énergie déclinante. L'Espagnol ouvrit la porte à la volée, le visage foudroyé par la stupéfaction. Se tenaient là sur son pas de porte 15 âmes souffrant de graves engelures à différents stades. Les mêmes personnes qui s'étaient ouvertement moquées de lui l'avaient traité de dément et avaient prédit sa mort certaine. Pourtant, ils étaient là sur son seuil en train de mourir de froid. Matteo n'hésita pas une fraction de seconde. « Entrez, dépêchez-vous, tous autant que vous êtes !» Il s'écarta pour laisser les trois familles se ruer littéralement dans la pièce exiguë. Le brutal changement de température s'avéra si violent que plusieurs personnes hurlèrent de douleur. Passer de moins 42 degrés à 18 degrés en l'espace de quelques secondes force le sang à affluer violemment dans les membres engourdis, provoquant un supplice indescriptible. Sarah Montfort hurla en serrant désespérément ses propres doigts. Les petits garçons de Karl gémissaient, poussant un cri de détresse aigu et ininterrompu. Néanmoins, il s'agissait là de la souffrance spécifique de la vie qui reprend ses droits, et non de l'engourdissement de la mort. Le père de famille et ses filles entrèrent en action avec une efficacité minutieusement rodée. Elena prépara une tisane bouillante sur le fourneau, tandis que Carmen alla chercher la moindre couverture qu'il possédait et que la petite Lucia tira des seaux d'eau tiède, surtout pas brûlante, pour dégeler en douceur les mains et les pieds meurtris. Matteo évalua rapidement l'assemblée pour identifier les cas les plus critiques. Thomas Lefebvre demeurait totalement inerte, son pouls dangereusement faible. Il allongea le doyen près de la cheminée en tôle, en prenant soin de ne pas le placer trop près. Une bouffée soudaine de chaleur intense pourrait facilement achever un individu souffrant d'une hypothermie aussi sévère. Les gamins de Weber toussaient avec un râle caverneux qui confirmait presque à coup sûr qu'ils avaient attrapé une pneumonie. La femme de Guillaume présentait de graves gelures sur 3 doigts, de la main droite, la chair étant devenue aussi pâle et dure que de la cire de bougie. Durant 3 longues heures, l'Espagnol fit office à la fois de médecin de campagne, d'infirmier et de sauveur. Il leur fit avaler le breuvage très chaud par petites gorgées à l'aide d'une cuillère, massant délicatement les membres glacés pour relancer la circulation sanguine et surveillant de près la respiration de chacun. Et petit à petit, avec une infinie lenteur, leurs corps meurtris commencèrent à reprendre des couleurs. Une teinte rosée reparut sur leur visage, les violents tremblements s'estompèrent et les pleurs finirent par se calmer. Sur les coups de midi, Thomas papillonna des paupières et murmura d'une voix éraillée « Où suis-je exactement ?» Marthe fondit en larmes, terrassée par un soulagement immense. Guillaume Montfort était assis à même le plancher de la cabane, le regard rivé sur ce plafond en peuplier, écoutant le doux bruissement du cheptel qui s'agitait juste au-dessus de sa tête et ressentant physiquement cette constante couverture de chaleur qui s'échappait du fenil. Il avait dilapidé 250 francs en bois coupé, claqué 200 autres pour un splendide fourneau en fer, érigé la plus majestueuse demeure de toute la cuvette, et avait bien failli assassiner sa propre famille par pure arrogance. Cet humble immigré espagnol, un veuf élevant 3 fillettes, l'homme là même qui avait investi la modique somme de 120 francs dans son ridicule abri, venait de tous les sauver sans exception. « Navarro » bredouilla le riche éleveur, la gorge nouée. « Je suis sincèrement navré. Vous aviez raison sur toute la ligne et j'avais tout faux. » Matteo croisa son regard, ses yeux trahissant un profond épuisement mais totalement dépourvu de la moindre rancœur. « Monsieur Montfort, il ne s'agit pas de savoir qui a eu tort ou raison. Il s'agit uniquement de survivre à ce gel. Et à l'heure qu'il est, nous sommes tous en vie, ce qui est la seule chose qui compte vraiment.
Karl Weber, le maître constructeur qui avait charpenté des logis aux quatre coins du territoire, rampa presque jusqu'à l'endroit où se tenait son hôte. « Enseigne-moi, le supplia-t-il. Montre-moi comment tu as assemblé tout cela. Dès que le dégel arrivera, j'ai l'intention de reconstruire ma propre ferme en utilisant tes plans pour que les miens soient enfin en sécurité. » Matteo hocha fermement la tête. « Je t'expliquerai les ficelles avec plaisir, et je ne te ferai pas payer un centime pour cela. Cette sagesse ne m'appartient pas de toute façon. Elle appartient à mon aïeul Esteban, au berger d'altitude d'Aragon, et à quiconque est disposé à écouter Mère Nature plutôt que de chercher à se battre avec elle. » Marthe Lefebvre ne prononça pas la moindre syllabe, mais tomba simplement à genoux devant le veuf et embrassa sa main calleuse, la plus vibrante démonstration d'humilité dont elle était capable. Il aida délicatement la femme à se relever. « Madame Lefebvre, cela n'est pas nécessaire. Nous sommes voisins dans cette vallée, et les voisins veillons les uns sur les autres. » La matriarche secoua la tête, honteuse. « Nous ne nous sommes pas comportés comme des voisins avec vous. Nous avons agi comme des juges moralisateurs. Nous avons été foncièrement cruels, et pourtant vous avez sauvé nos peaux malgré tout. » Le blissard s'acharna pendant 4 jours entiers. Un total vertigineux de 18 âmes logea dans cette minuscule bâtisse d'à peine 48 mètres carrés. Ils se relayaient pour dormir et mirent en commun les provisions que Matteo avait judicieusement stockées. Et chaque jour, chaque heure, chaque minute qui s'écoulait, le thermomètre de la bicoque se maintenait à un confortable 17 degrés Celsius, pendant que le reste du monde, à l'extérieur, mourait littéralement de froid. Là-haut, dans la grange, les bêtes continuaient de brouter leur fourrage, de ruminer en paix et de produire leurs 400 watts d'énergie à l'heure, parfaitement ignorantes qu'elles s'étaient métamorphosées en l'outil de survie le plus redoutable de toute la région du Haut-Doubs. Lorsque la tempête se calma enfin le 22 janvier, permettant au soleil de percer les nuages pour la première fois depuis presque 2 semaines, ces 18 survivants franchirent le pas de porte pour découvrir un paysage radicalement transformé. Les amas de neige atteignaient la hauteur des toits, le bétail inanimé gisait pétrifié par la glace dans des postures macabres, et les grands arbres avaient littéralement éclaté car la sève, à l'intérieur de leurs troncs, avait gelé et gonflé. C'était un désert désolé de destruction totale. Et pourtant, ils respiraient toujours. Ils étaient en vie grâce à ce veuf immigré qui avait accordé davantage de crédit aux enseignements ancestraux de son aïeul qu'aux moqueries de ses pères. Le printemps arriva extrêmement tardivement dans le Jura, en 1887, le manteau neigeux n'amorçant sa fonte qu'à la mi-avril. Lorsque le dégel s'installa enfin, il dévoila l'ampleur effroyable du drame. Plus de 200 colons avaient péri dans la cuvette et les villages environnants. Près de 80% des troupeaux avaient été décimés, tandis que des familles entières avaient tout bonnement disparu, retrouvées stratrifiées à l'intérieur de leurs fermes des semaines plus tard, lorsque les rescapés purent enfin se frayer un chemin à travers les congères. Toutefois, au sein de ce petit bourg, niché le long de la vallée du Doubs, 18 personnes avaient survécu à la vague de froid à l'intérieur d'une cahute que tout le monde avait jugée aberrante. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, poussant les journalistes de Besançon à grimper dans la vallée spécialement pour relater l'histoire de ce colon espagnol et de sa grange miraculeuse. Navarro, qui se sentait profondément mal à l'aise sous le feu des projecteurs, se contentait de répéter sa phrase fétiche « Il n'y a pas eu de miracle, c'était juste de la physique élémentaire. La chaleur s'élève naturellement, les bêtes produisent de l'énergie thermique, et si l'on conçoit sa demeure pour capter ce rayonnement, alors les nôtres restent en vie. » Guillaume Montfort prit une décision totalement inédite en vendant son immense propriété pour ériger une toute nouvelle ferme, nettement plus petite, intégrant une étable située directement à l'étage. Il engagea son sauveur comme conseiller principal, lui offrant une pièce d'or de 50 francs pour ses précieux conseils et acheva les travaux de la nouvelle bâtisse en août 1887. L'hiver suivant, alors que le thermomètre replongeait à moins 20 degrés Celsius, l'éleveur ne consuma qu'un tiers du bois qu'il avait englouti l'année précédente, maintenant sa famille merveilleusement au chaud et à l'abri. Karl Weber remania de fond en comble sa propre exploitation, supprimant l'imposante cheminée en pierre et cette fameuse architecture alsacienne qui avait failli assassiner ses fils. Il examina dans les moindres détails la charpente de Matteo, griffonnant des notes minutieuses dans un carnet relié en cuir. Sa résidence rebâtie s'enorgueillissait d'un enclos supérieur abritant 4 vaches laitières ainsi que 5 chèvres. Les chèvres, comme le charpentier le découvrit rapidement, dégageaient proportionnellement encore plus de chaleur corporelle que les gros bovins. Par conséquent, sa famille ne fit pas que survivre au gel suivant. Elle prospéra véritablement, ses garçons se débarrassant de leur tenace pneumonie et grandissant en pleine santé.
Le clan de Marthe Lefèvre reconstruisit de la même façon sa ferme, et bien que Thomas ait réussi à survivre à la crise cardiaque qui avait bien failli l'envoyer au cimetière, cette épreuve le laissa affaibli de manière irréversible. Il n'avait tout simplement plus la force d'accomplir des travaux éreintants, mais son fils aîné, forgé par leur confrontation avec la mort, prit la relève et construisit une variante légèrement modifiée du plan de l'Espagnol. En remplaçant les génisses par des moutons, le jeune homme constata qu'une douzaine de brebis produisaient exactement la même énergie thermique que 6 bovins, tout en occupant une surface moindre et en engloutissant nettement moins de fourrage. Vers l'année 1890, 3 ans après le grand blizzard, 15 des 20 chalets implantés dans la vallée du Doubs avaient adopté une déclinaison de cette architecture à granges suspendues. Les nouveaux arrivants affluant dans le secteur reprirent la technique d'emblée, tandis que les vétérans ayant bravé cet hiver meurtrier démolirent activement leurs vieilles propriétés pour les réaménager. Le concept perdit rapidement sa réputation d'excentricité ibérique et se métamorphosa en la norme absolue en matière de construction ingénieuse dans toute cette région inhospitalière. Matteo Navarro n'amassa jamais de fortune. Il ne prit pas la peine de breveter son modèle et il ne toucha jamais le moindre centime de droit d'auteur. Toutefois, il obtint une récompense bien plus précieuse que l'or. Il gagna un respect profond, une communauté soudée, et inscrivit à tout jamais son nom dans les légendes de la vallée qu'aucune tempête de neige ne pourrait effacer. Ses fillettes devinrent des femmes robustes et instruites, Elena embrassant la carrière d'institutrice pour éduquer 2 générations entières de bambins dans l'école communale. Carmen finit par épouser le fils de Karl Weber, unissant les 2 maisonnées par des liens solides qui perdurèrent durant des décennies. La petite Lucia trouva finalement sa vocation en tant que sage-femme, mettant au monde plus d'une centaine de nouveau-nés au cours de son existence. Le patriarche atteignit l'âge vénérable de 82 ans, s'éteignant paisiblement durant l'hiver 1924, à l'intérieur même du chalet qu'il avait édifié 4 décennies auparavant. À l'heure de son dernier soupir, entouré de ses filles, de ses petits-enfants et de ses arrière-petits-enfants, il leva les yeux vers ses lattes de peuplier, écoutant attentivement le piétinement familier du cheptel couché dans le fenil. « Votre arrière-grand-père Esteban avait vu juste », chuchota-t-il à ses descendants. « Mère Nature ne cherchera jamais à vous nuire si vous ne lui portez pas le premier coup. Elle offre absolument tout ce dont un homme a besoin, pourvu qu'il sache simplement prêter l'oreille. » On l'enterra dans le modeste cimetière du bourg, sous une stèle dépouillée qui indiquait « Matteo Navarro, 1842 à 1924 ». Il a conçu les choses différemment, il a sauvé des vies. Ses funérailles attirèrent la plus grande foule que la région ait jamais connue, rassemblant des personnes en deuil venues de toute la Franche-Comté et même de la frontière suisse. Des gens qui avaient eu vent de la légende et qui avaient personnellement adopté sa méthode salvatrice. Guillaume Montfort, devenu un vieillard buriné de 70 ans, s'avança pour prononcer l'éloge funèbre. Cet homme nous a enseigné que la véritable humilité possède infiniment plus de force que l'arrogance, que le savoir-faire ancestral surpasse systématiquement les modes passagères et qu'un immigré, sans le sou possédant à peine 120 francs, peut être bien plus riche qu'un baron du bétail à la tête de 1000 bêtes, du moment qu'il détient la bonne connaissance. La demeure de l'Espagnol tint bon pendant un demi-siècle supplémentaire, et lorsqu'elle fut finalement démolie en 1974 pour laisser place à une nouvelle route départementale, les historiens locaux documentèrent méticuleusement le moindre détail de sa charpente. Ils découvrirent que les madriers, en sapin d'origine, demeuraient durs comme de la pierre, même après 89 années d'usure, tandis que ce lourd pontage thermique, pris en sandwich entre les pièces à vivre et l'enclos des animaux, était parfaitement intact. Cette machinerie ridicule dont tout le village avait juré qu'elle s'écroulerait lors de son premier hiver avait traversé pratiquement tout un siècle. Si vous entrez aujourd'hui dans le modeste musée d'histoire locale de Pontarlier, vous tomberez sur une exposition entière consacrée à Matteo Navarro et à l'innovation brillante qui tira d'affaire tant de vies durant l'une des vagues de froid les plus meurtrières de l'histoire du Haut-Doubs. La vitrine présente des photographies d'époque défraîchies de sa bicoque, des ébauches de ses plans, ainsi que des copies encadrées des chroniques de journaux qui ont immortalisé son récit. On y trouve également une plaque en bronze sur laquelle on peut lire « Lorsque la sagesse ancestrale rencontre l'urgence vitale, elle enfante des innovations qui défient le bon sens tout en honorant profondément les lois de la nature. L'histoire de Matteo nous rappelle avec force que le véritable progrès ne jaillit pas systématiquement des technologies les plus onéreuses ou des courants à la mode. » Parfois, il découle tout bêtement d'un veuf endeuillé se remémorant les anecdotes de son grand-père au coin du feu, de la modeste humilité indispensable pour reconnaître que nous ne détenons pas la science infuse.
et du courage brut nécessaire pour concevoir les choses différemment, alors même que tout le village vous traite d'aliénés. Et il émerge toujours, invariablement, d'une volonté d'écouter attentivement Mère Nature plutôt que de chercher bêtement à la dompter par la force brute. Le principe fondamental que Navarro avait maîtrisé, le fait que la chaleur corporelle du bétail peut chauffer un foyer humain si elle est correctement canalisée, n'était certes pas un concept novateur. Les éleveurs nomades de Mongolie s'appuyaient dessus depuis un millénaire, les paysans scandinaves avaient peaufiné la méthode au fil des siècles, et d'autres peuples montagnards avaient saisi cette notion depuis la nuit des temps. Pourtant, dans l'est de la France, aux alentours de 1886, une contrée où l'argent comptant et les tout derniers équipements industriels étaient perçus comme les seules réponses valables, il aura fallu l'intervention d'un individu incroyablement modeste pour rappeler à tous que les remèdes les plus efficaces se trouvèrent déjà là, patientant sagement d'être redécouverts. Les récits de la trempe de cette épopée nous rappellent constamment qu'une réelle humilité et un sens aigu de l'observation recèlent de bien plus de valeur qu'un sac rempli d'or. Il démontre que le savoir-faire vernaculaire est loin d'être rudimentaire, mais qu'il a été mis à l'épreuve par d'innombrables générations. Il nous enseigne que le gaillard le plus riche du monde n'est pas celui dont le compte en banque est le plus garni, mais bien l'homme doté de la sagesse requise pour protéger les siens avec les maigres ressources dont il dispose. En outre, ils mettent en lumière le fait de qualifier un homme de fou uniquement parce qu'il bâtit autrement, n'est bien souvent qu'un aveu flagrant de notre propre ignorance. Si cette fabuleuse histoire de survie et de justice poétique a su vous toucher, si elle vous a rappelé qu'il existe une toute autre manière d'appréhender la vie, honorant la sagesse des anciens et les lois inébranlables de la nature, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de partager ce récit avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que le monde récompense les personnes humbles et perspicaces bien plus généreusement que les arrogants et les aveugles. Allez-y et cliquez sur ce bouton d'abonnement, car nous allons continuer à sauver ces légendes oubliées, des histoires concernant des gens ordinaires, ayant accompli des exploits extraordinaires, non pas parce qu'ils étaient exceptionnels à la base, mais tout bêtement parce qu'ils possédaient suffisamment de modestie pour apprendre de ceux qui avaient tracé le chemin avant eux. La prochaine fois que quelqu'un vous affirmera que vous avez perdu la tête en tentant de faire les choses différemment, repensez à Matteo Navarro en train de construire son étable suspendue pendant que tout son voisinage se moquait ouvertement de lui. Et n'oubliez jamais que 18 personnes ont survécu à un gel apocalyptique pour l'unique raison qu'un homme solitaire a eu le cran de faire la sourde oreille au sarcasme pour placer toute sa confiance dans les leçons que son grand-père lui avait transmises au coin d'un feu de camp dans les hautes montagnes d'Aragon il y a de cela bien des années.